Cet épisode de Navigante vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins comme Jean-Pierre Dick hier et Johan Richaume aujourd'hui. Cette fois, Paprec va plus loin en donnant son nom à la transat en double Concarneau-Saint-Barthélemy, désormais baptisée la Transat Paprec. Une épreuve qui va marquer l'histoire de la course au large puisque son nouveau sponsor l'a voulu mixte, une grande première. Un engagement fort qui s'inscrit dans la durée et qui va donner aux femmes skippers une nouvelle place pour développer leur talent et s'exprimer. Alors rendez-vous à Concarneau en avril 2023. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices, déterminées, qui mènent parfois 1000 vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leurs cicatrices, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, un studio de production de contenu, ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande et un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. On aurait pu se retrouver au sacro-saint Tea Time. Mais c'était plus simple de programmer ce rendez-vous pendant le cours de voile de son fils et à la fin de ses entraînements à elle. Bref, on s'est engouffré dans un de ces rares moments de pause. Nous sommes dans un café-restaurant au bord de l'eau. Son nom résonne comme celui d'une sorcière bien-aimée, d'un trompettiste du Rat Pack. Il est même l'homonyme parfait d'un demi d'ouverture du 15 gallois. Oui, allez vérifier. Pourtant, elle est unique. Ses premiers pas, elle les a faits sur un bateau familial. Et pour sa première grande course, elle était entourée de femmes, histoire d'aller défier un chrono autour du monde. Elle peut s'enorgueillir d'avoir terminé 4e du Vendée Globe. C'était en 2008. Mon invitée est une figure emblématique de la course au large et une femme au grand cœur. Bonjour, Samantha Davis. Bonjour, Hélène. Le thé de 17h, tu y sacrifies encore ou pas ? Ah non, jamais. Je prends toujours sur mon bateau. On va dire Sam, est-ce que tu es d'accord ? Est-ce qu'il y a encore des gens qui t'appellent Samantha, d'ailleurs ? Quand j'ai fait des bêtises, comme mes parents m'ont fait quand j'étais jeune. Donc, je suis Sam partout, sauf quand j'ai fait des bêtises. Samantha, on va partir de l'origine avant de parler de ce qui nous anime, évidemment. Mais si je te dis la voile et les femmes et la place des femmes dans ce sport, tu réponds quoi ? Je réponds qu'il y a bien une place pour les femmes dans ce sport, et pas qu'une place, mais c'est une place pour les femmes de performer dans ce sport, qui est un des sports uniques où on n'a pas de classement homme-femme sur. Je parle pas que de la voile partout, mais je parle de la course au large, où là on court tous pour le même classement, donc c'est mixte. Ce qui est assez unique, assez rare, mais il y a, oui, la place, il y a les femmes qui gazent et qui fait des belles performances dans ce sport, donc il y a bien une place. Et c'est une place que en ce moment je vois évoluer et qu'on est de plus en plus avec des projets de plus en plus performants, et c'est génial. Nos partenaires, ils ont vu qu'on est capable, donc ils nous offrent aussi les moyens pour d'aller gagner. On va y revenir évidemment tout au long de notre discussion. Sam, c'est parti d'où toi et le bateau ? Alors, quand on a des grands-pères qui sont commandants de sous-marins et responsables de chantier naval, c'est un atavisme. Tu pouvais pas y couper, c'était obligé ? Non, je pense que c'est peut-être un peur qu'avaient mes parents, que ils ont dit peut-être on l'a trop baigné dedans, trop forcé à naviguer, faire la croisière. Toutes les vacances familiales, c'était toujours on partait en bateau. On n'a jamais fait d'autres vacances. Mes parents, ils avaient un peur que peut-être je vais détester ça, et quand je suis assez grande pour ne plus jamais faire, que ça aurait été fini. Mais c'était l'inverse, donc
je pense que c'était pas sûr, mais peut-être oui, c'est sûr que ça a aidé le fait que c'est un peu dans mes gènes. Ça m'aide surtout de me faire plaisir sur l'eau tout le temps et encore et même encore sur les bateaux qui sont un peu violents, un peu durs. J'adore ça. Quand tu commences, quand tu es petite, il y a beaucoup de petites filles avec toi ou il y a une majorité de garçons dans les cours de voile? En Angleterre, c'est comment justement? Quand j'ai commencé, quand j'étais petite, la voile pour moi c'était la croisière en famille, c'était les vacances, les week-ends, la plaisir, c'était pas de la compétition. Moi, j'ai fait la natation synchronisée à haut niveau en sport en fait en tant que petite enfant. Euh, donc non, pour moi c'était normal. Il y avait d'autres familles, d'autres filles, d'autres enfants qui naviguaient et c'était j'ai jamais posé des questions. Est-ce que parce que je suis une fille, je peux pas faire ci, je fais ça, je fais comment peut-être aussi parce qu'on était une famille et ma maman, elle naviguait, elle faisait autant de choses sur le bateau que mon papa, donc ça aussi m'a peut-être aidé à pas poser les questions, au contraire. Il y a le thé qui arrive, hein, parce que si on ne sacrifie pas à la tradition, on boit quand même un thé, même s'il n'est pas 17h. Tout va bien. C'est trop bien. Merci beaucoup. En plus, merci. En plus, c'est du Earl Grey. Bon, c'est parfait. Du coup, je lance mon sachet. Et je vous préviens, il y a le petit pot de lait qui va avec, parce que bon, elle est quand même, même si ça fait des années que tu es là, Sam, tu es quand même très anglaise encore. Et à partir de quel moment tu t'es dit que tu allais aller plus loin? Que ça allait pas rester justement ce plaisir familial? Après, j'ai eu de la chance. J'habitais tout proche de l'eau. Il y avait une club de voile et donc j'ai fait la voile en famille, mais aussi il y avait ce club et en famille où on avait partagé avec une autre famille une petite dériva en bois. Je crois que c'était un cadet en bois qui était bricolé par nos deux papas pour que ça coulait pas parce que c'était un vieux truc un peu moitié équipé avec des voiles cousues par nos mamans. Donc j'ai quand même fait un petit peu de voile léger mais en mode aventure aussi dans un club avec des copines, des copains. Il y avait un lagon où c'était pas la vraie mer donc c'était pas dangereux et je m'appelle on était lâchés plusieurs fois dans ce lagon donc j'ai pu jouer aussi toute seule pas que avec mes parents sur les bateaux et ça c'était top aussi. Et puis, en naviguant en famille, on était basés sur le Solent, en Angleterre, ce qui est un plan d'eau où il y a beaucoup de compétitions à haut niveau sur la course au large. Notamment à l'époque, il y avait The Whitbread Round the World Race qui partait de là, qui venait là. C'était le départ de l'arrivée de ce fameux tour du monde en équipage. Il y avait aussi des Admiral's Cup, c'était aussi un régate de très haut niveau. Peut-être l'équivalent maintenant, c'est les TP52 ou des choses comme ça. Donc sur nos week-ends de croisière, souvent j'ai eu de la chance de croiser ces flottes de bateaux, de les voir passer, de les entendre passer, puisqu'on les entend en fait, les bateaux avec... ils sont bien chargés, donc quand ils choquent les voiles, on entend les winches qui grognent. Ouais, j'ai des souvenirs de voir ces bateaux passer et même les entendre de plus loin que quand il arrivait. Et j'étais émerveillée par ça, par le bateau, l'aventure, le fait qu'il partait de là et il faisait un tour du monde et puis il revenait. C'était dur à imaginer. Toute l'aventure qu'ils avaient fait. Moi, j'avais juste vu partir, vu venir, et tout le reste, ça restait un peu de l'imaginaire. Surtout à cette époque-là où il y avait beaucoup moins de réseaux sociaux et tout ça. Donc ça m'a intriguée. Ça m'a donné pas du tout envie de le faire, parce que pour moi, c'était bien trop loin et ça faisait bien trop peur. Donc j'étais un peu intriguée. Je rêvais pas de ça, mais... peut-être c'est l'ingénieur en moi aussi qui voyait ces bateaux de haute technologie, ça me fait rêver aussi peut-être le côté technologique des bateaux, des architectes et peut-être aussi au fond de moi j'imaginais pas sur le bateau non plus puisqu'il y avait pas peu de femmes non plus sur les bateaux. Moi peut-être c'est aussi pour ça que je m'imaginais d'être architecte naval, dessinateur, calculateur, de travailler en fait
dans le conception de ces bateaux, les voiles, plus qu'autre chose, puisque c'était peut-être quelque chose qui était pour moi accessible plus qu'autre chose dans la course au large. Et pourtant, c'est un métier, à l'époque en particulier, qui est quand même très masculin. J'imagine que vous deviez pas être nombreuses à Cambridge dans cette section ingénieur. Non, quand je suis allée à Cambridge, j'ai fait ingénieur. Je crois je pense le pourcentage des femmes, c'était on était 7%, je pense, de femmes dans mon année des ingénieurs. Ça t'a pas découragé? Ça vient aussi de ce que tu disais. Je rebondis sur ce que tu dis sur ta maman, où tu dis de toute façon ma maman, elle faisait du bateau et elle faisait tout comme les hommes. Ça, c'est des valeurs que ils t'ont inculquées, qu'elle t'a inculquées aussi. Oui, et je pense que même si mes parents, dans un certain sens, je les vois, ils sont très old-fashioned. Il y a des choses où je pense que oui, ma maman, elle faisait tout sur le bateau. Elle naviguait, elle savait faire, et mon père, il avait confiance en elle. Donc c'est aussi pas que de voir quelqu'un faire quelque chose, c'est de voir les hommes qui donnent confiance aux femmes, de faire les tâches, de barrer le bateau, de régler les voiles, de naviguer, choisir la route. Et aussi, de l'autre côté, mon père, il était ingénieur, et donc lui, il m'a beaucoup encouragé, aidé avec mes devoirs, et pareil, j'ai jamais posé des questions parce que je suis une femme, ça va être plus difficile pour moi d'être ingénieur, et donc peut-être m'a inspiré un peu ou aidé un peu d'aller dans ce voie-là sur mes études. Et non, j'ai jamais posé de questions, et c'est bizarre parce que le sport que j'ai fait à haut niveau, c'était natation synchronisée, et j'étais entourée il y avait un garçon en fait qui faisait de notre club, et j'ai jamais posé de questions non plus c'est un peu bizarre, je vais à une école c'était une école avec que des filles. Je fais la natation synchronisée, et j'ai basculé sur des études et un sport monde, où il y a beaucoup plus d'hommes que femmes. Alors finalement, comme tu dis, tu bascules dans ce monde de la course au large, de la mer. Ça va devenir ton métier. Il y a quand même un truc qui m'intrigue. Qu'est-ce qui fait que tu vas traverser la Manche? Pourquoi est-ce que tu vas quitter ton pays, l'Angleterre? Qu'est-ce qui t'anime au point de quitter l'Angleterre pour venir en France, alors que l'Angleterre, tu l'as dit, et puis on le sait, c'est un vrai pays de voile aussi. Ça, c'est venu aussi un peu petit à petit, et j'avais déjà fait mon premier tour du monde, le Trophée Jules Verne, en équipage féminin, en 98. Et à sortie de ça, ou un peu pendant ça, j'avais croisé 2-3 personnes. Donc il y avait Marcus Hutchinson qui j'avais aidé à convoyer son Figaro au départ de la Solitaire à Cherbourg à cette période-là. Donc je découvre un autre monde grâce à lui, grâce à Mark Turner aussi, que j'avais fait un Fastnet Race avec lui, et je parlais du fait que j'adorais la Jules Verne, les courses en équipage. J'ai parlé de mes expériences et mes ambitions aussi, et il m'a dit, mais Sam, toi tu dois faire le mini transat, tu dois faire la Solitaire du Figaro. Il me expliquait ce que c'était. Je dis, peut-être, je ne sais pas. Et donc finalement, j'ai tenté, et je suis passée sur le mini transat que j'ai fait basé en Angleterre. Et l'année j'ai fait le mini, il y avait pas mal des Anglais, donc un Simon Cowen qui est actuellement sur le Golden Globe pendant qu'on parle. Mm-hmm. Et je crois qu'il a fini 3e sur cette mini, et il parlait parfaitement français. Donc, il nous a traduit tout. Donc, on avait notre petite groupe d'anglais basée en Angleterre, mais avec Simon qui nous a tout expliqué un peu pour que j'ai réussi à finir mon mini transat. Mais là, j'ai fait plutôt dans le monde anglo-saxon. Après le mini, j'ai vraiment adoré ça, et j'ai dit, Mark Turner, il a raison, il faut que j'essaie de faire la Solitaire, parce que j'adore la régate. Mini, c'est très long, c'est plus aventure que course ou performance, ça a changé maintenant, mais à l'époque que j'ai fait, c'était plus orienté, ou moins orienté régate, et que le Figaro, c'était la régate. La régate pure. J'avais fait un peu de prépa olympique, un peu de match race, et c'est ça qui m'a manqué en fait sur le mini, c'est des bananes, des régates. Quand Mark Turner, il a raison, il faut que j'essaie de faire la Solitaire. Donc j'ai réussi à monter un projet Figaro que j'ai fait la première année, pareil, basé depuis l'Angleterre. Et quand j'étais sur la Solitaire, j'avais vu les 15 premiers bateaux, ils avaient tous un autocollant Finistère course au large.
à l'arrière, sur le tableau arrière du bateau. Et ils étaient les meilleurs de la flotte. Et je dis, mais c'est bizarre, il faut que j'ai un autocollant comme ça ou comment ça se fait qu'ils ont cet autocollant-là et comment c'est fait que c'est lié avec la performance. Donc, j'ai fait un petit enquête. J'ai vu qu'en fait, il y a une pole, je savais pas ce que ça veut dire, une pole de compétition en anglais. Donc, j'ai essayé de traduire ça. J'ai compris que c'était une zone d'entraînement de haut niveau et que j'ai compris aussi que si je voulais progresser sur la solidité du Figaro, et j'avais un projet j'avais la chance d'avoir 3 ans devant moi de visibilité sur ce projet, il fallait que je m'inscris ou je sois acceptée à m'entraîner là-bas. Donc j'ai fait ce qu'il fallait faire j'ai rempli mes fiches de candidature. Parce que c'est un sorte de sélection, on peut pas juste payer pour aller là-bas. Et j'étais acceptée dans cette pôle Finistère Course-là. J'ai jamais cru avec ton étiquette d'anglaise quand même. Oui, j'ai jamais cru que ça allait le faire parce que oui, je suis anglaise. C'est une pôle qui est financée par la région ou une partie financée par la région. Donc j'ai pas du tout attendu d'être pris. Donc j'étais en train de chercher d'autres solution, mais là j'étais ravie et je suis encore une membre de Pôle Finistère Course Large et je m'entraîne encore avec eux, donc c'est ça qui m'a fait déménager en France en fait finalement. Et c'était pas trop dur? Ça n'a pas été trop dur de... Si, c'était dur et je m'appelle à l'époque Christian Lepape, le directeur du pôle, et il m'a dit oui, on a accepté ta candidature, mais par contre, si tu veux vraiment profiter de progresser et profiter de ça, nous, on va pas faire d'efforts à parler anglais ou à traduire les choses. Donc, si tu veux profiter, il faut que tu bouges ton cul et apprendre le français, parce que sinon, tu vas rater la moitié de ce qui est proposé. Donc, c'était oui, on accepte, mais on va pas faire un effort pour parler anglais. C'est à toi de t'adapter à nous pour profiter du groupe et de tout ce qui est proposé par ce pôle. Ils te voient comment le groupe, les garçons qu'on connaît tous maintenant, qu'on fait des super carrières. À l'époque, ils te voient comment, toi, la jeune femme qui débarque dans ce pôle? Ouais, je débarquais pas inconnue non plus puisque j'avais déjà fait 1 an sur le circuit et ça fait aussi partie est-ce qu'on est pris ou pas pris, il faut montrer son potentiel. Donc j'avais fait quelques bons résultats. T'avais fait tes preuves, donc on n'était plus une question d'homme-femme en fait. Exact, donc ils me connaissaient, je connaissais, et moi j'aurais pas allé non plus si j'avais pas une idée de ce que c'était et je savais que moi je m'entraînais pour aller faire les entraînements et je fais encore en fait au IMOCA, je me prépare pour aller faire les stages pour l'AF pour que je suis à niveau juste pour un entraînement. Et là, cette année-là, il y avait aussi une super copine, Jeanne Kwakwa, qui était déjà au pôle, avec qui on avait fait le mini la même année, donc on se connaissait bien. Et Jeanne, elle m'a bien pris sous son aile aussi pour m'expliquer un peu ce qu'il faut faire, pas faire, dire par dire, et traduire un petit peu. Et et cette année, on a fait la J2A en double, donc mes premiers entraînements, j'étais pas tout seule. J'étais avec Jeanne sur le bateau et donc j'ai appris un peu le vocabulaire de centre d'entraînement en français grâce à Jeanne. Sam, on va revenir sur un événement effectivement très marquant de ta carrière, celui avec lequel tu commences, ce qui est pas anodin, tu en as parlé un petit peu. T'as 24 ans et tu pars sur un gros projet, et puis c'est pas n'importe quoi et c'est pas avec n'importe qui. C'est un Jules Verne, c'est en équipage complètement féminin avec Tracy Edwards. Bon, alors là forcément on est complètement dans notre thème, autant le dire. Ça a quoi comme importance à l'époque pour toi de partir tenter de battre ce chrono autour du monde avec un équipage féminin et avec cette femme-là? Ouais, Tracy Edwards, elle avait fait le Whitbread quand je pense que j'avais 15 ans. 98. J'étais ado et ouais, non, c'était avant 98 puisque nous on est partis en 98. 98 pour vous, oui, bien sûr. Donc c'est elle qui m'a vraiment
comme on dit, c'était une rôle modèle. Elle et son équipage, quand ils avaient gagné l'étape du Mât du Sud contre Bruno de Waer, entre autres. Et c'est ça qui m'a... j'étais scotchée sur tous les reportages de ces femmes-là et je trouvais que c'était incroyable. C'était mon rôle modèle, mon héros. J'ai acheté son livre. Et puis, quand j'ai vu qu'elle montait ce projet pour faire un trophée Jules Verne, moi, j'étais en train de faire mes études. Et son projet allait partir. J'aurais toujours été dans mes études et je me suis toujours promis que d'abord je fais ma diplôme et après j'essaie de naviguer. Faire du bateau. Donc ça correspondait pas vraiment à mon projet, donc j'ai pas trop regardé. Et puis à un moment j'ai appris elle avait pas trouvé tous les budgets, elle avait décalé son projet à un an. Et du coup ça correspondait mieux à mon timing à toi. Donc là j'ai vu qu'elle faisait des essais. Avec le bateau à Hamble, donc en Angleterre, c'était pas trop loin de où habitait, mais même ma mamie, elle habitait là. Donc j'ai dit, je peux peut-être tenter d'aller faire un essai, puisque ce bateau, elle avait acheté un bateau aussi qui était mon héros, rôle modèle, puisque c'est de l'ancienne Enza. Donc pareil, j'avais que des photos d'Enza collées sur les murs de ta chambre. Ouais, parce que c'était Peter Blake qui a eu le trophée Jules Verne avec ce bateau-là. Et pour moi, c'était un bijou. Ouais, c'était incroyable ce bateau-là. Et je dis, mais avec Tracy, elle monte un équipage féminin. Elle fait des essais. Je vais peut-être pouvoir aller naviguer sur ce bateau de mes rêves que j'aurais jamais imaginé. Avec ton modèle, en plus. Ouais. Et donc j'ai envoyé une candidature j'ai jamais cru, j'avais pas l'expérience pour être pris dans un équipage pour faire une trophée Jules Verne. J'étais trop jeune, j'avais pas d'expérience. Mais pour moi, c'était juste pour avoir l'opportunité d'aller naviguer sur ce bateau incroyable et croiser Tracy Edwards et quelques autres filles qui avaient fait des choses incroyables, qui étaient un peu dans mes rôles modèles aussi. Donc, c'était pas du tout fait en vue de monter sur le bateau, faire une trophée Jules Verne. Pour moi, c'était au-delà de mes compétences. C'était juste d'aller monter une fois sur un bateau incroyable avec des gens incroyables. Il y avait aussi des gars de son équipe technique qui avaient fait le Jules Verne sur Enza. Donc c'était de rencontrer ces gens-là aussi. Donc j'ai décroché un essai sur ce bateau-là. Et pour moi c'était incroyable. Et j'étais tellement contente. J'ai pas imaginé plus en fait. Et en fait, c'est bon. En fait, ça s'est bien passé puisque là, quand on fait des essais en équipage, et je pense que homme-femme, c'est un peu la même chose, mais on monte sur un bateau avec des potentiels coéquipiers, donc collègues, teammates, avec qui potentiellement on va faire quelque chose de très dur. On va vouloir être très soudés avec, sauf qu'au moment de l'essai, en fait, c'est les pires ennemis. Parce que chacun veut prendre la place, quoi. Ouais, en fait, tu sais pas, la fille à côté de toi, elle va peut-être piquer ta place. Ou elle va peut-être avoir la place à ta place. Donc c'est hyper compliqué. Et j'ai vécu ça plusieurs fois, et notamment la dernière fois où j'ai trouvé le plus dur, c'était avec Team SCA, parce que c'est des essais qui ont duré trop longtemps, de mon point de vue. Donc on monte sur un bateau avec une ambiance un peu particulière, puisque c'est une ambiance de compétition. Et c'est amplifié parce que vous êtes des femmes, tu crois ? Je me demande, parce qu'on n'est pas pareil que les hommes, que c'est toujours amplifié aussi. Peut-être les femmes, on a moins d'opportunités de faire des choses comme ça, donc c'est encore plus important de décrocher. La place est encore plus chère, ouais. Parce qu'il n'y a pas un autre équipage qui cherche à côté. Ouais, c'était le seul équipage féminin. Mais comme j'étais là juste parce que j'étais émerveillée par le bateau et j'ai jamais imaginé d'avoir une place, en fait, j'avais pas cette pression à ce moment-là sur moi, parce que j'étais juste ravie d'être là. Et finalement, ça a tombé que c'était le premier jour de nav du bateau. L'équipage qui avait déjà les contrats signés, elles avaient jamais navigué sur le bateau, donc elles connaissaient pas le bateau.
Parce que c'est ça aussi, quand on monte sur un bateau pour faire un essai, et l'équipe, il y a moitié de l'équipe qui connaît déjà le bateau. C'est un peu faussé, quoi. Si il faut tirer sur le rouge ou le jaune, et qui fait quoi dans le piano. Et il y a plein de choses où, en fait, on peut se faire piéger aussi. En fait, là, il y avait pas, j'ai tombé sur une égalité où j'étais pas, au rattrapage des autres. Donc ça s'est bien passé, je m'entendais bien, j'étais détendue parce que j'étais juste ravie d'être là. Donc Tracy m'a rappelé plus tard pour venir refaire les essais et notamment sur un transat où là j'ai réussi à décrocher mon contrat pour faire un trophée Jules Verne. On va rappeler quand même pour nos auditeurs, Tracy Edwards, c'est Maiden, c'est la Whitbread, c'est la première femme à avoir monté un équipage féminin et à avoir fait cette Whitbread justement au prix de beaucoup de sacrifices et de beaucoup de difficultés. Donc on imagine bien le modèle que ça peut représenter pour toi. Justement, c'est comment en 98? Est-ce que vous êtes vu encore comme un équipage un peu étonnant parce que 100% féminin, parce que elles, à l'époque, quand elles font la Whitbread, c'était presque incongru de voir un équipage de femmes aller faire cette course autour du monde. En 98, il y a quel regard sur cet équipage-là? Est-ce que tu sens que ça a évolué, ça avait déjà un peu évolué? Oui, ça a déjà évolué, puisque c'est elle, un peu comme Florence Rateau a fait en France, qui a fait des gros pas avec Maiden sur le Whitbread, où là, c'était vraiment, les femmes, elles étaient ridiculisées par les médias, par le public, par tout le monde, et elles avaient, en gagnant les étapes les plus dures, elles avaient fait l'épreuve, et ça a changé la vie de beaucoup de monde, qui a fait qu'après, pour moi, c'était plus facile, j'avais de monter sur les bateaux, les équipages, les armateurs, tout le monde en fait acceptait les femmes dans l'équipage grâce à ça. Donc déjà elle avait fait ses preuves et c'est peut-être grâce à ça qu'elle a pu monter ce projet Jules Verne puisque c'était encore un pas en avant. Sauf que là, une équipage féminin n'avait jamais navigué sur un multicoque. Donc là, on attaquait un autre dossier où c'était peut-être même justifié. On avait zéro expérience et personne croyait qu'on allait réussir à mener ce bateau à un niveau performance parce que c'est encore un pas. Donc c'était pas ridiculisé, c'était plus les gens, les médias, ils disaient mais Vous êtes folle? Ouais, un peu, vous êtes folle. Ouais. Et jusqu'à ce jour, un équipage féminin n'a jamais tenté ça à nouveau. Donc on reste le seul équipage féminin d'avoir fait un trophée Jules Verne dans l'histoire de la voile. Il y a peut-être Alexia qui monte un projet, mais là ça c'est 98 et ça fait combien d'années? 24 ans. Voilà, donc je suis assez fière parce que malheureusement on a dimaté sur le point de Nemo, mais au moment de dimatage, on était sur le temps de record d'Olivier Kersesson. Donc au début, oui, on naviguait comme les buses, on était vraiment nuls. Moi, je m'appelle essayer de barrer ce bateau. En plus, le bateau était pas facile à barrer parce que c'était un bateau qui avait été rallongé. C'était un bateau qui était 75 pieds au début. Ça avait été rallongé avec pas assez de volume dans les étraves. Donc, il tendance à planter tout le temps. Donc, il fallait être vraiment une bonne barreuse pour pas le faire planter à chaque vague. Donc, c'était pas facile à barrer déjà, mais on était nuls. Oui, on n'arrivait pas à empanner, on n'arrivait pas à mettre un spire. Et les gars qui nous entraînaient, ils désespéraient un peu avec nous. Parce que eux, ils descendaient de Enza où ils étaient habitués, ils étaient avec un équipage expérimenté, donc il nous a un peu emballé en courtant, il nous a un peu protégés du bateau, peut-être un peu trop. Et Tracy a rendu compte ça. Elle dit attends, mais en fait il faut qu'on change de coach parce que là ils ont trop peur qu'on va se faire mal. Qu'il nous arrive quelque chose, il faut qu'on ait la vérité. Donc c'est à ce moment-là, elle appelait Serge Madec et qui a appelé Jean-Baptiste Leveillant. Donc là, Tracy, elle avait viré les anglophones, les anglo-saxons des anciens équipiers d'Enza. Elle a appelé des Français multicoques qui sont venus nous entraîner. La première chose Serge a fait, il a enlevé les chaussettes de ski.
Je dis, mais vous avez pas besoin de ça. Je dis, mais non, c'est pas possible, on sait pas faire sans. Ouais, et du coup, il est parti et je rigole avec lui maintenant parce que je crois qu'il avait aussi pas de nu que nous, on avait de lui, parce qu'il se retrouvait tout seul sur un bateau avec 11 filles. Et lui, il parlait pas très bien anglais. Et il y avait pas beaucoup de nus qui parlaient français. Et on est parti au large comme ça. Et du coup, c'est ces moments-là où on a fait des énormes pas, on fait des énormes progrès avant de partir. Mais même quand on est parti chez le Jules Verne, je me rappelle, on était en cours vraiment nul. Et c'était pendant le tour du monde où on a appris énormément. Et c'est là où j'ai un souvenir du progrès qu'on a fait, en fait, pendant ce tour du monde, et qu'on naviguait hyper bien au moment du matage. Et c'est ça qui fait que c'est encore plus frustrant. Parce qu'on savait à ce moment-là que c'était possible. Ou au début, on dit, ouais, peut-être on est un peu folle et on va prendre plusieurs tentatives pour être à la hauteur. Au niveau. Et du coup, justement, le fait de progresser comme ça, de pas lâcher, est-ce que le fait qu'on vous ait pris un peu pour des folles avant le départ, ça anime aussi, ça motive de dire, mais on va leur montrer qu'ils ont un peu tort quand même, on va y arriver? Oui, je pense pour certaines. Après, moi, j'étais juste contente d'être là. Ce que vous ne voyez pas, c'est les yeux de Samantha Davis qui s'illuminent à chaque fois qu'on parle du bateau et de cette expérience-là. Bah oui, moi c'était au-delà de mes rêves. Et du coup, on était trois jeunes comme ça qui étaient juste contentes d'être là et là d'avoir vécu aussi. Où moi j'étais skipper d'une équipage où on a plus de responsabilités. En fait, c'est génial d'avoir des jeunes qui sont super contentes d'être là parce que c'est ça qui constitue une bonne équipage aussi, c'est ce mélange de... Et puis qui te montre que t'as pas tort aussi. Oui, de responsabilité. Donc moi, j'avais pas trop de... J'étais juste contente d'être là. Après, je me rappelle, il y avait des filles qui étaient plus seniors, qui avaient plus d'expérience, et je pense qu'elles prenaient sur leurs épaules un peu cette... deux filles, et qu'elles étaient plus battantes et plus peut-être frustrées par les critiques, les commentaires. Ouais, mais non, moi j'étais juste il faut que je profite de chaque heure que je passe sur ce projet parce que c'était vraiment énorme. En plus, j'étais payée. Dingue. Ouais, c'est ça qui était surtout en 98. Ça n'existait pas vraiment les carrières dans la voile, même pour les garçons. Du coup, Tracy Edwards, tu retiens quoi peut-être de sa pugnacité, du discours qu'elle a pu avoir pour toi? Tu en as parlé comme de ton modèle après cette Whitbread. Après, tu navigues avec elle. Elle tient quoi comme discours avec toi? Tu retiens quoi de cet échange avec cette femme-là, cette femme modèle? Je retiens que c'est une femme incroyable. Elle est toujours. J'ai souvent les échanges avec elle. Et ce qui est, c'est pas forcément, et je m'appelle, elle a dit, mais elle nous a dit, mais moi je suis je suis le moins bon navigatrice de vous tous. Par contre, c'est moi qui ai monté le projet. Donc, j'ai confiance en vous. Elle avait les chefs de quart, elle avait une femme qui faisait la navigation. Et moi, je m'appelle, j'étais impressionnée quand elle disait ça, et en plus à moi qui avait tellement peu d'expérience. Elle disait, mais non, mais moi, je suis le moins bon, mais par contre, c'est moi qui ai monté le projet, et c'est moi qui ai le skipper, et donc, le plupart du temps, je vous laisse faire, parce que j'ai confiance que vous faites ça le mieux que personne ne peut faire. Mais par contre, si je dis stop ou non, ou j'ai une bonne raison, c'est parce que c'est moi qui dois répondre au sponsor, c'est moi qui ai mis en œuvre. Et du coup, c'était quelqu'un, parfois en tant que jeune, je dis ouais, c'est bizarre parce que oui, elle bat très peu, elle laisse faire, et en fait c'est ça qui... Maintenant aussi j'ai été skipper, en fait c'est super important le rôle de leader, et de laisser de montrer qu'on a confiance en fait en l'équipe qu'on a choisie, et que en fait pour bien gérer le côté humain d'un équipage qui va partir faire quelque chose d'extrême et parfois critiqué, et avec toutes les émotions qui sont dans les 11 femmes, en fait, juste de gérer ça prend énormément d'énergie. Et c'est ça que je retiens, c'est qu'elle avait sélectionné le parfait équipage pour ça. Il y avait toutes ces sélections, elle a choisi les bonnes personnes. Parce qu'on reste maintenant à ce jour
peut-être le groupe des femmes le plus soudé et là c'est 24 ans plus tard, on a un groupe WhatsApp de notre équipage Jules Verne et ce groupe-là, on est souvent tous ensemble à encourager celui qui est en train de faire leur défi actuel. Donc notamment sur le dernier Vendée Globe, cette groupe WhatsApp, j'avais des super messages d'encouragement de mon équipage Jules Verne. Et ça, je crois que c'est ça son talent en fait de Tracy, c'est de monter le projet, de jamais baisser les bras. Ni en question de financement, en critique, en conseil ou voilà. En fait, elle lâche jamais et elle choisit les bonnes personnes et essaye de s'entourer. C'est la marque d'une très bonne leader ou chef. C'est ça qui m'a impressionné. Et toi, du coup, ça te fait grandir comment dans ce monde de la course au large que tu es quand même tout juste en train d'appréhender? Ça te fait progresser comment? Ça t'apporte quoi? On a l'impression que ce qui s'est passé en 98 avec elle te porte encore et encore présent en toi. Carrément. Et je pense que l'opportunité qu'elle m'a offert ce moment-là, c'est grâce à ça que j'ai fait tout le reste de ma carrière. Et pareil, j'ai pas pensé sur le moment, mais et souvent je l'ai dit. Je dis mais oui, elle a dit oui à une jeune qui avait pas beaucoup d'expérience, de faire partie de son équipage, sûrement parce que j'étais la bonne personne avec la bonne attitude au bon moment, elle aussi. Et grâce à cette expérience-là, ça a ouvert énormément de portes pour moi et aussi dans ma tête, je pense que ça m'a fait grandir, ça m'a fait durcir aussi parce que c'était quelque chose. J'étais toute bébé, toute jeune, toute un peu tendre encore peut-être. Exactement. Et en rentrant après ça, je reste encore à ce jour. Je dis ce Jules Verne là, c'est la course où j'ai eu le plus peur de ma vie plusieurs fois et donc après ça le reste ça semble facile et aussi je pense que le fait que on a dimaté mais le moment qu'on a dimaté on avait déjà montré qu'on était capable de mener ce type de bateau sur ce type de parcours parce qu'on était sur le temps de parcours de Kersezan. Donc on avait fait l'épreuve et donc ça aussi d'avoir figuré dans cet équipage-là vis-à-vis la vie des autres, si c'est le regard qu'on porte. Oui, exactement. Si c'est le média, si c'est un sponsor potentiel ou un armateur qui va dire oui pour que je vais faire numéro 1 sur son bateau à Miami. Il y avait je pense qu'il y avait plein de des portes qui étaient ouvertes parce que j'ai fait ce Jules Verne là et donc je suis encore reconnaissante je remercie Tracy souvent de m'avoir pris dans son équipage. Si on continue à parler d'équipage justement et d'équipage 100% féminin, 16 ans plus tard, comme tu l'as dit, c'est toi qui te retrouves skipper et à la tête du projet pour la Volvo Ocean Race de SCA. Tu te sens comment, justement, toi, skippeuse, donc investie d'un rôle très fort, très important, avec justement ces femmes qui vont constituer ton équipage. Tu les choisis comment? Tu te sens responsable d'elles à quel point? Tu es comment à cette époque-là, 16 ans plus tard, justement? Déjà, quand j'étais contactée pour Team SCA, la première chose que j'ai dit, c'est non, je viens pas, puisque je vais faire le Vendée Globe. Et je vais faire le prochain Vendée Globe aussi. Et de toute façon, si je viens, je viens que. Je crois qu'au début, je dis si je viens, je vais pas être capable de ne pas être le chef parce que ça fait longtemps que je suis habituée d'avoir mon propre projet et je vais avoir du mal à venir dans un autre rôle. Mais vraiment, que j'ai répondu, j'ai pas du tout imaginé d'aller faire ça parce que j'étais tellement à fond pour le Vendée Globe. Et puis, j'ai dit matin sur mon Vendée Globe. J'avais besoin de remonter vite sur un bateau et il y avait un convoyage avec Team SCA à faire. Donc, j'ai les appelé juste pour voir si je pouvais faire le convoyage pour le renaviguer, pour me remettre un peu sur le cheval après un dimatage.
Et je me suis retrouvée avec cet équipage-là et ça me vachement plu, le projet. Je trouvais que c'était génial. Qu'est-ce qui était génial, Sam? Excuse-moi de te couper. C'était une opportunité énorme puisqu'on avait un super budget, on était bien entouré. C'était un projet Volvo bien longtemps avant la course, donc avec assez de temps pour attraper un peu le manque d'expérience que les femmes avaient à ce moment-là. Parce que c'était, je pense qu'on a eu 12 ans depuis qu'une femme avait fait un Volvo Ocean Race, donc on allait partir de très loin derrière les autres en termes d'expérience, et l'expérience compte pour beaucoup sur cette course. Donc c'était une opportunité avec beaucoup de navigation, beaucoup d'entraînement, des super coachs, où il y avait plein de... je voyais ça comme, c'est génial, c'est le projet de rêve. Mais quand j'ai vu ça, en fait, j'avais les souvenirs de Tracy, d'être skipper, mais en fait, finalement, quand on est skipper, on navigue très peu. Et puis quand j'évoquais vraiment le sujet, est-ce que j'ai envie d'être là et me poser ma candidature, là j'avais un autre parole. Et je disais oui, mais jamais je vais être skipper. Je veux pas être skipper, je veux être. Parce que moi je veux barrer, parce je veux naviguer. Oui, je veux toucher les écoutes, barrer, je veux naviguer, et que le skipper c'est tellement un job de merde parce que tu gères que les problèmes. J'étais un peu réticente à l'idée d'être skipper. Oui. Et donc c'est rigolo parce que finalement j'ai fini skipper et on a trouvé c'était un setup dans l'équipage où j'étais skipper chef de chœur, donc j'ai resté très très impliquée dans la navigation du bateau et beaucoup plus soulagée en fait sur le reste du rôle. Je ne sais pas si, peut-être c'était pas le bon plan finalement, mais c'était donc je me suis retrouvée aussi sur un projet où quand tu dis comment t'as choisi ton équipage, comment t'as mis le bateau, comment t'as fait. En fait, c'était pas moi qui ai choisi rien. Et c'était ça un peu le défaut aussi de ce projet. C'était un projet qui était managé par les hommes, qui était au début bien parce que c'est les hommes qui avaient de l'expérience et il nous manquait de l'expérience. Mais c'est pas eux qui allaient naviguer autour du monde. Et ils voulaient, en fait, c'est eux qui choisissaient tout l'équipage, c'est eux qui choisissaient qui faisait quoi sur le bateau. Et j'avais aucun droit de regard. Exact. Ce qui était frustrant parce que de mon point de vue, il manquait 2-3 personnes pour moi d'avoir le bras droit, quelqu'un pour appuyer dessus. Et pour le côté performance, mais aussi le côté humain aussi. Donc j'étais un peu frustrée donc j'étais mis en place, comme tout le monde sur le bateau, et après j'avais... Débrouille-toi. Ouais, exact. Et à terre, j'avais zéro comment on dit, autorité ou de choix de parole ou d'avis, mais par contre en mer, ils étaient plus là. Donc c'est dégoûtant, mais c'était que j'étais skipper quand on a quitté le ponton, mais pas avant. Et ça, c'était un peu frustrant. C'était frustrant. Au début, c'était soulageant parce que il nous manquait tellement d'expérience et moi, j'avais jamais été skipper, c'était un gros bateau comme ça. J'étais contente d'avoir autant de soutien et d'être bien entourée. Mais assez rapidement, ça aurait dû changer au fur et à mesure de la course et l'expérience que nous on a pris et toutes les autres filles de l'équipage aussi, parce qu'on a un peu grandi avec la course et en fait cette système de gestion n'a pas changé et du coup c'était un peu frustrant. Encore plus frustrant à la fin qu'au début. Mais c'est les choses qu'on apprend. Et ça, c'est avec recul de dire ça. Mais donc, j'étais ravie et c'était... c'est un critique, mais un critique positif plutôt qu'un critique pour dire c'était nul. C'était pas une question de manque de confiance. C'est pas qu'on te faisait pas assez confiance. Si, mais pas exprès, mais c'est juste quelque chose que je vois avec recul. Si je faisais à nouveau, je ferais pas comme ça, parce que on a appris que il nous manquait des choses. Une fois en mer et en course. Exact. Et quel genre de skippeuse tu étais?
Au début avec pas beaucoup d'expérience, mais avec aussi d'avoir vécu le Jules Verne avec Tracy et d'avoir vu Sa quel façon de type de manager. système. Ouais. Là, j'ai appris de elle, de mon point de vue de jeune équipière qui regardait ce qu'elle faisait en disant mais qu'est-ce qu'elle fait d'avoir analysé en fait son gestion de notre Jules Verne. Donc j'essaie de récupérer un peu d'expérience de ça et à l'écoute d'essayer de progresser, à apprendre. Donc c'était plus à essayer de faire le mieux avec l'équipe que j'avais et de tirer les points forts de chacune des filles et un peu ouais c'est ça c'est du quand en fait c'est très dur quand tu pars d'avoir navigué en solitaire à tout faire, de naviguer en équipage où en fait il y a une experte à chaque domaine, donc il y a des règles, des voiles, avec les voiles 10 fois mieux. Ouais, tout le monde est. Nous, on s'est fattu quand on navigue en solitaire, mais on fait rien bien parce qu'il y a trop de choses à faire. Donc on peut tout faire, mais on n'est pas expert. Sur, donc là, j'étais avec oui, les championnats olympiques, des championnes du monde, des filles qui font que numéro un, qui sont ouais, qui étaient hyper agiles, qui avaient jamais peur. Ouais, c'était ça qui est génial. Et quand on est skipper, en fait, il faut essayer de être un peu le chef d'orchestre, que tout le monde fait la pointe forte le mieux que possible et que ça roule ensemble. Et donc c'est un rôle un peu de coordination, communication et d'essayer d'écouter chacune pour finalement prendre les bonnes décisions. Parce que finalement, il y a les choses où c'est le skipper qui doit décider, qui doit lancer un changement de voile ou décider une stratégie ou trancher sur les choses. Et donc, j'ai essayé d'utiliser tout ce que les filles de mon équipage pouvaient m'apporter pour aider les décisions qu'il fallait prendre. Parce que c'est pas facile à prendre les décisions quand on est tout seul et on prend la bonne décision. Ouais, c'est pas grave parce que c'est pour notre pomme, mais quand on est à 11 et qu'on fait pas le bon choix, il y a 11, on est 11 qui sont déçus et elles ont tout donné à fond et donc il y a une énorme responsabilité aussi et pour les côtés performance, mais aussi pour ramener tout le monde entier et le bateau à la fin de chaque étape. Tu te sentais comment aux conférences de presse de cette Volvo avec que des skippers hommes autour de toi? Tu te sentais à ta place? Oui, oui. Ça, j'ai pas eu de... Ça c'est comme sur le Vendée, en fait, les skippers à côté de moi, c'était les skippers avec qui j'ai fait la Solitaire du Figaro, le Vendée Globe. Ouais, c'était, oui, une partie de la course j'étais pas trop, souvent, on a juste envie de le faire pour retourner au bateau, pour prendre le départ. Donc, c'est les formalités, mais non, j'étais pas impressionnée oui, je sentais bien à ma place. Ouais. Il en ressort quoi de cette expérience comme skipper à la tête j'ai l'air d'un défi, on n'est pas sur la Coupe de l'Amérique, d'un projet 100% féminin? Est-ce qu'il y a une fierté? Il y avait une fierté parce que comme j'ai dit, on a commencé de loin derrière. Et ce qui est dur, c'est facile d'être skipper de l'équipe qui gagne. Mais c'est dur quand on est skipper d'une équipe qui commence de derrière parce que il y a beaucoup de temps où il y a plein de moments où on a beaucoup progressé, sauf que ça ne se voyait pas parce qu'on était en fait, en progressant, on attrapait les autres. Donc, mais souvent, ça se voyait pas sur les classements parce que ça suffisait de faire une bêtise et puis on passait juste derrière. Sauf qu'on était beaucoup moins loin derrière que l'étape précédente. Que celle d'avant. Ouais. Mais c'est ça qui était frustrant, c'est que chez nous, on voyait le progrès qu'on a fait. Et c'était frustrant de pas assez encaisser pour plein de raisons différentes. Donc donc il y a une partie où j'étais hyper fière de tout ce qu'on a appris et tout ce que chaque
filles pris individuellement, y compris moi, de comment être un skipper et comment gérer un bateau comme ça autour du monde et sans le casser et sans et que tout le monde revienne sain et sauf et bien. Et puis mais j'étais frustrée parce que je pense qu'on aurait pu faire un meilleur classement. Après, on a fait des chouettes manches sur les imports, mais sur les courses, les vraies étapes, j'étais frustrée de pas faire mieux plus souvent. Mais oui, on a gagné l'étape de Lorient, donc on a encaissé enfin à Lorient et ça c'était vraiment génial. Mais pour moi, dans ma tête, ça aurait dû être plus tôt dans la course. Et donc là, c'était là où avec les filles, je pense que là, il y avait une frustration énorme du fait que SCA ne voulait pas continuer à faire un deuxième. Parce que c'était à la fin, l'étape de Lorient, c'était l'avant-dernière étape, je pense. On la gagne et c'était un peu là où on commence à encaisser tout le travail qu'on a fait. Et du coup, c'était là où on dit, voilà, c'est maintenant, on est mûr. Il faut qu'on enchaîne sur la prochaine. Et même si c'est pas exactement l'équipage comme il est là maintenant, on a un noyau là qui sont hyper motivés et là si on enchaîne on va vraiment être performant sur la prochaine et c'était donc une frustration que SCA a décidé d'arrêter et qu'il n'y avait pas moyen de continuer. Pourquoi ils arrêtent? Je pense qu'il y avait un changement de direction dans les directions c'était une grosse entreprise suédoise, donc je pense qu'ils ont même divisé en plusieurs marques, plusieurs entreprises. Sam, ça a quoi comme répercussion ce projet féminin sur la Volvo? Tu l'as dit, ça faisait une bonne dizaine d'années qu'il n'y avait pas eu de femmes engagées sur cette Volvo. Ça a quoi comme étendue? Vous avez quoi comme retour de votre épopée? Voilà, déjà, c'était le fait qu'on avait une équipage féminin. C'était sur ce Volvo-là, ils avaient parti sur les bateaux, les Volvo 65, et ils avaient réfléchi aussi à cette question-là, parce qu'avant, le Volvo, il est parti sur un voie où les bateaux, ils étaient hyper durs physiquement, les Volvo 70. Et moi, je me rappelle, à un moment, je voulais vraiment faire cette course-là. Et je m'appelle, j'avais appelé l'équipe de Mediaman parce que j'ai vu que le seul moyen d'embarquer sur un bateau performant sur cette course, sur les bateaux Volvo 70 avec les règles existantes de la course, c'était d'être pour une Mediaman. femme, c'était d'être Mediaman. Et je m'appelle, j'avais appelé Rick Depp à l'époque qui était le manager des Mediaman pour poser ma candidature tellement je voulais faire cette course. Et là, donc heureusement, Volvo, ils avaient vu ça aussi. Ils ont dit, voilà, c'est pas possible dans ces jours-là, d'exclure autant les femmes. Et il faut qu'on trouve les solutions. Et avec le 65 et les changements de règles, ils avaient créé un bateau qui était gérable et mis en place cette règle si on avait une équipage féminin. Je crois qu'on avait 3 équipiers de plus. Si c'était équipage mixte, voilà, selon en fait le mixité de l'équipage, on avait plus ou moins de monde et donc c'était plus le poids de muscles embarqués qui était compté pour le nombre. Donc nous on avait cet avantage-là, on avait plus de mains, mais moins on n'avait pas des énormes coups mais souvent c'était notre avantage aussi. Donc ce changement de règle était top et on a fait aussi la preuve que oui, on menait ce bateau à 100% de son potentiel. Après, qu'on n'a pas gagné, c'est parce qu'on a fait les erreurs, mais pas parce qu'on n'était pas capable de gagner. Donc ça aussi, je crois que ça fait l'étape ou un pas vers la mixité. Plus de mixité. Le fait qu'on est là, je crois qu'il y avait une énorme méthode de tous les partenaires de la course, que c'était heureusement, parce que dans l'entreprise, les vies d'entreprise, il n'y a pas que des hommes. Donc pour tout ce qui est RP, les visites sur le village, le Volvo, cette course compte beaucoup sur ces échanges avec les partenaires et les équipes. D'avoir la mixité un peu sur la course, c'était important aussi pour les partenaires. Donc tant mieux, et ça a bien continué, et maintenant les bateaux ils sont tous mixtes.
Et il y a eu quoi comme répercussions au-delà de la course? Tu disais que il y a même des femmes qui étaient pas forcément dans la voile qui avaient suivi, qui étaient intéressées. Oui, on a eu beaucoup de messages de retours, des gens qui nous suivaient partout dans le monde, parce qu'on était un équipage féminin, mais un équipage international, et il y avait des filles un peu partout dans le monde sur le bateau. Donc ça a fait une suivi énorme. Beaucoup de femmes, beaucoup de familles, et les gens on a eu des messages des femmes qui ont dit que ah oui, voilà, ce que vous avez fait, j'hésitais, mais là maintenant ça y est, j'ai réservé mon premier stage de voile, j'ai 45 ans et j'ai décidé que oui, je vais naviguer puisque j'ai vu que vous faites ça. Ou d'autres femmes qui ont eu le courage de faire. Il y avait une je crois que c'était qui avait pas de la montagne, qui est partie sur ses cours de ski. Ouais, il y avait un peu dans toutes les domaines du retour ou des familles qui disaient en fait on avait grâce à ce que vous avez fait, on a dit oui à notre fille qui voulait aller faire l'optimiste, et au début on avait dit ça sert à rien parce que ça mène à rien, les femmes ou une fille qui fait l'optimiste, ça va pas servir plus tard dans la vie. Donc les parents qui ont dit ouais, en fait envoyons-vous sur Team Acier. Oui, maintenant on a notre fille qui voulait faire la voile, ouais, on est à bloc et on l'emmène à ses cours. Et donc c'est chouette d'avoir eu c'est gratifiant. autant de retours, et un peu chaque fille, comme on est tous sur les pays différents, on a partagé un peu les retours individuels qu'on avait de chacune de nos réseaux. Et c'était hyper ouais, c'est génial de voir que ce qu'on fait ça peut changer les vies des gens, et ouais, c'est un peu ça aussi la force de la voile, et pourquoi on fait ce qu'on fait, et ça fait plaisir de voir ça. Je voudrais qu'on revienne aussi au Vendée et à ta vie de solitaire sur un bateau, Sam. Alors on le sait, hein, et on le répète assez souvent, la voile c'est quand même un des rares sports qui est mixte, où il peut y avoir des hommes et des femmes sur la même ligne de départ, ce qui est quand même rare et plutôt dingue. Quand tu fais ton premier Vendée en 2008, oui, tu as le droit de boire un petit peu de ton thé, vas-y. Quand on est deux femmes au départ d'une grande course comme celle-ci, on se dit quoi? Est-ce qu'on se dit que on est à sa place? Est-ce qu'on se dit qu'il faut la faire, cette place? On est dans quel état d'esprit? Toi, tu étais dans quel état d'esprit? En fait, elle fait une petite moue, donc je ne sais pas si ma question l'inspire vraiment. Je réfléchis pas trop, en fait. Quand je suis juste contente d'être là comme les autres, et que c'est une course. J'ai pas trop d'avis perso, parce que je sais que je suis à ma place, et que oui, j'ai envie de faire mon mieux sur la course. Je m'appelle avec Dee en 2008, quand on était les deux femmes sur le Vendée Globe, on se connaissait pas beaucoup à le moment-là, et on passait tellement de temps parce que tout le monde voulait interviewer les filles de la course. En fait, on a passé 3 semaines ensemble à faire parce qu'on a dit ouais, ça sert à rien de faire chacune les mêmes interviews, on y va ensemble. Donc c'est là où notre amitié est bien construite, puisque on a passé beaucoup de temps ensemble avec des interviews, parce que tout le monde voulait interviewer les filles. Donc c'est plus quand le média ou le public pose des questions que tu dis ah oui, c'est peut-être pas si normal que ça que je suis là, et que ouais, pour moi c'est je vais faire ce course, et il y a pas de oui, il y a pas de raison d'être surpris, mais ouais, on voit la réaction du public et le média, et on dit que ouais, c'est peut-être parce que c'est la minorité, que on est dans un sport qui est un peu extrême, mais après, et d'aller chercher d'aller chercher un sponsor, par exemple. Est-ce que ça a été plus difficile? Quel genre de discours t'as pu entendre, ou quel genre de discours tu as dû tenir pour qu'on te fasse confiance? Est-ce que tu as été confrontée à ce genre de choses? Non, j'ai jamais été confrontée à ça, et je pense que c'est là où ça revient à que je viens
suis de la génération juste après Tracy Edwards et Florence Artaud. Et ce qu'elles ont fait qui était très dur pour elles, pour ouvrir ses portes et montrer que c'était possible, que elles ont fait un énorme travail pour moi, Dee, Hélène, ou les filles qui sont venues après, où les sponsors, ils ont moins hésité, parce qu'ils ont vu que Tracy et son équipage ne sont pas tués dans le mer du Sud, elles ont gagné, et Florence, pareil. Et donc j'ai pas eu plus de mal que d'autres. Déjà, c'est hyper dur à trouver des partenaires, à monter des projets. Et, donc, c'est presque une discrimination de dire pour les pauvres filles, c'est trop dur pour elles, mais c'est dur pour tout le monde à monter des projets. Et c'est ceux qui sont vraiment motivés qui arrivent. Peut-être presque, on peut dire que j'ai eu plus de la chance parce que moi, Tracy Edwards, elle montait un équipage féminin et il y avait peu de femmes qui sur sa liste avec qui je peux appeler pour monter sur ce bateau. Du coup, c'est comme ça que moi, j'ai pu monter sur ce bateau à l'âge de 23 ans et faire un tour du monde. Et si j'avais été un gars, j'aurais jamais eu cette opportunité-là parce qu'il y a plus de garçons, plus d'hommes qui ont beaucoup plus d'expérience et donc ça aurait été plus dur. Donc pour moi, c'est presque ça m'a presque aidé. Cette minorité a finalement été plus une chance. Quand j'ai fait mon premier Vendée Globe, j'étais sponsorisée par Oxy. Donc Oxy, clairement, ils allaient pas prendre un garçon skipper parce que c'est une marque de vêtements pour les filles, les femmes. Donc là, j'ai plutôt eu la chance. Le seul moment où j'ai eu des doutes, c'était en 2011, 2010-2011, je montais mon projet pour le Vendée Globe 2012, que j'ai mis beaucoup de temps à monter un nouveau projet après 2008, quand Roxy il était obligé d'arrêter. Malgré une 4e place, est-ce que j'ai demandé est-ce que c'est pas plus simple derrière? Ils avaient un problème dans l'entreprise, donc ils pouvaient pas suivre. Il aurait bien voulu, mais c'était pas possible. Et là, c'était la crise 2009 financière, et donc j'ai mis du temps à monter le projet. Et j'ai présenté mon projet aux sponsors potentiels enceintes. Donc quand on peut plus cacher le fait qu'on est enceinte, et on présente les projets de Vendée Globe pour dans 2 ans. Quand on est enceinte, pareil, c'est la même chose. Si on est motivé, on y arrive. Donc je suis arrivée à convaincre, à trouver des partenaires. Mais oui, parfois je me dis, mais qu'est-ce que les gens ils vont pas me croire, quoi, que je peux faire un enfant, mais que je peux quand même continuer à être motivée derrière. Donc mais même là, j'ai eu des super sponsors, donc plusieurs sponsors. Surtout, c'est Saviol qui était le premier à engager. C'est une entreprise familiale où il y a beaucoup de donc souvent c'est les producteurs, c'est les couples qui ont beaucoup d'enfants et que donc ils comprennent c'est normal, on peut aussi faire son métier et avoir une famille et lier tout ensemble. Donc ça, je les remercie encore parce que ils avaient confiance à me dire oui, que j'allais vraiment vouloir faire le Vendée Globe à partir avec un enfant qui a 1 an. Donc j'ai pas eu de problème. Justement, décider de faire un enfant quand on fait de la course au large, ça demande beaucoup de réflexion. Est-ce qu'on se pose beaucoup la question de comment est-ce que ça va être compatible? C'est sûr qu'il y avait beaucoup de temps où je me suis dit mais c'est pas possible, il faut absolument pas que je fasse un enfant maintenant parce que j'ai un projet et que j'ai telle course, j'ai signé le contrat, donc je pense qu'en tant que femme, on passe beaucoup de temps à essayer de ne pas faire les enfants parce que donc ça qui est compliqué. Et puis moi j'ai posé les questions, mais je me dis que les questions vont se répondre parce que on peut pas non plus juste commander à faire un enfant. Donc à un moment j'ai dit si c'est bien de faire un enfant, l'enfant je vais tomber enceinte et je vais trouver des solutions avec. Et si la nature décide autrement,
c'est comme ça. Donc j'ai pas du tout programmé ça non plus. Et sauf que ça, il y avait un moment où j'avais plus de sponsors et que juste après un Vendée Globe, c'était une opportunité où j'avais le droit de faire un enfant parce que j'avais pas une course cette année-là à faire. Mais après, oui, il faut être organisé pour y venir, pour gérer la partie où on peut plus trop naviguer puisque on rentre plus dans les carrés. Ou que quand on allait un enfant, il faut être là pour lui donner à manger. Donc il y a une petite période où il faut bien gérer ça. Ça a été difficile? Non, parce que j'étais bien entourée. Et peut-être le plus difficile aussi, et comme on est un peu les athlètes aussi, il faut nos bateaux sont physiques. Il faut aussi revenir, avoir la pêche vite. Et comme moi, j'étais pas toute jeune non plus quand j'ai eu mon fils, il fallait bien travailler pour pas se blesser, surtout. Donc, c'était ça où il faut être très organisé aussi pour être très motivé. Parce que souvent, à ce moment-là, on est cramé parce qu'on a un enfant qui a envie de manger toutes les 3 minutes, qu'on dort pas très bien. C'est plus dur qu'un Vendée Globe d'allaiter un enfent. C'était un bon entraînement. Ouais, c'était un très bon entraînement. Non, je regrette pas, ça c'est sûr, au contraire. Comment est-ce que tu t'organises justement, Sam, avec un petit garçon et à partir faire des courses loin? Je sais qu'on t'a beaucoup posé la question. Comment est-ce que tu lui parles? Comment est-ce que tu lui expliques cette passion? Comment est-ce que tu lui expliques ton métier? Je lui explique pas, il vit ça, donc il a toujours vécu et il y a rien qui a caché de ce que je fais. Et au début, quand il était tout petit, j'étais sur le Volvo Ocean Race où on était 3 mamans, donc il avait 2 potes, deux petits garçons aussi qui étaient le même âge que lui. Donc pour lui c'était normal puisque ses meilleurs amis, ils avaient aussi les mamans qui partaient sur les courses autour du monde. Donc j'ai toujours rien caché de lui, donc il sait que ce que je fais, c'est les courses qui sont longs. Il sait que parfois ça peut être dur sur les bateaux, mais que je fais beaucoup d'attention. Je prends pas, je m'attache, comme j'ai envie que lui il s'attache quand lui il navigue. Donc c'est d'être honnête et d'essayer de l'impliquer. Donc il est pas non plus exclu donc il a le droit de venir monter sur le bateau. Et il fait les choses avec moi et donc c'est pas mon bateau qui enlève sa maman de lui. Donc quand j'ai pas de quelqu'un pour le garder, il est pas à l'école, s'il faut qu'il vienne, il vient au départ, il vient aux arrivées, il vit aussi ce parti-là qu'il adore pour l'instant. Donc pour l'instant c'est facile parce que il est d'accord que je fais. Je dis toujours pour l'instant parce que les enfants il faut toujours changer d'avis. Attends qu'il entre bien dans l'adolescence, là, on en reparlera dans la rébellion. Ça commence. Et puis, on a la chance, avec Romain, d'être bien entouré par nos familles et nos amis. Et donc, ça aide aussi, parce qu'il y a une petite histoire de garde d'enfants où oui, c'est un petit dossier. Normalement, les nounous qui restent toute la nuit parce qu'on est au large ou qu'on a un problème avec le bateau et qu'on avait prévu de rentrer à 22h, mais finalement on rentrait à 5h du mat. Il faut avoir un super réseau. Et SOS Nounou bien flexible. Ouais, je remercie encore mes amis qui nous aident là-dessus. Est-ce que la culpabilité a de la place dans ton esprit? Oui, bien sûr. Ce qui est toujours bien critiqué par mes parents, qui me disent mais arrête d'être t'es trop gentil avec lui parce que quand la culpabilité c'est plus moi quand je reviens et je suis trop absente. Je dis oui à tout. Mon fils et ça aide pas du tout les choses. Donc je culpabilise pas dans ma tête parce que c'est quelque chose on avait toujours bien organisé et je sais qu'il y a beaucoup plus on récompense en fait pour les absences et
ce que moi je fais, c'est pas pire que toute maman qui travaille, parce que quand on travaille, on n'est pas toujours là avec nos enfants. Mais on a la chance aussi, nous, on a les arrivées des courses, on a des moments où on peut prendre plus de temps pour être là. Mais je sais que c'est juste, c'est mes parents qui observent, qui disent, mais là, tu t'aides pas. Tu te laisses marcher sur les pieds, Sam. Donc, Raven, mon fils, il dit, ah oui, maman et papy, ils sont très stricts. Parce que, oui, du coup, ils sont stricts parce qu'ils savent qu'après, moi, je suis pas assez quand je reviens, parce que, oui, je culpabilise de ne pas avoir été là pendant les courses. On sait on connaît ton engagement, on sait ton amour d'être sur l'eau, ton amour de la compétition aussi. Je sais que tu as dit aussi que tu aimais bien quand c'était dur. Cependant, le fait de devenir maman, justement, est-ce que ça a un petit peu changé ta façon de naviguer, ta façon d'appréhender le risque? Non, parce que je pense que je prends peu de risques déjà, et ça a souvent été à mon avantage. C'est peut-être lié au fait que la manque de force physique, quand on est plus petite, moins forte, en fait, on peut pas compter sur la force physique pour s'en sortir si on prend un petit risque avec un changement de voile trop tard ou autre chose. Donc, c'est aussi le fait d'avoir grandi sur un bateau et d'avoir promis à ses parents de s'attacher, de pas prendre des risques. Donc, j'ai déjà navigué comme ça, et c'était plutôt gagnant en termes de résultats aussi. De mon point de vue. Donc, non, j'ai continué comme j'ai toujours fait. J'ai lu aussi que après ton avarie sur le dernier Vendée Globe et ton arrêt au Cap pour réparer, Ruben aurait dit, Ruben c'est le nom de ton petit garçon, mais maman, tu vas pas revenir tout de suite. Sous-entendu, ce que je comprends, maman, tu vas quand même pas t'arrêter là. Exact. Oui. Ça pousse aussi. Ça pousse, voilà, oui. Et souvent, et c'est étonnant, parce que donc, il est fier de sa maman, et parfois, il est triste quand je pars sur les courses, parce qu'il sait que je vais pas être là. Mais en général, oui, il est fier de moi. Il m'encourage. J'ai beaucoup de chance pour ça. Et là, j'étais contente, et c'est quelque chose que donc lors du dernier Vendée Globe, quand j'ai eu cette collision-là, j'ai abandonné, mais j'avais aussi préparé ça avec mon équipe, avec Initiative K. On voulait essayer de pas que faire un résultat, mais on soutient mécénat chirurgie cardiaque, on sauve les enfants, et on était un peu frustrés des abandons de courses qu'on a fait auparavant. Et là, j'ai dit, mais pour moi, de faire un tour du monde, ce bateau est déjà incroyable. Je sais que ça peut que je fais parmi des 50% qui a un problème, qui est obligé d'abandonner la course. Mais moi, je veux essayer à tout prix de finir. Parce que pour moi, déjà, de pas gâcher une opportunité d'avoir un bateau incroyable, de faire le tour du monde avec, et que c'est aussi bien de finir hors course que finir classé sur le Vendée Globe. Il y a d'autres qui ont fait la preuve, notamment Isabelle Autissier, qui a fait quelque chose d'incroyable là-dessus. Et donc, avec l'équipe, on a pensé, et moi, mentalement, je me préparais aussi pour le fait que si quelque chose m'arrive, que peut-être que j'aurais eu peur, peut-être que c'est quelque chose qui va être long à réparer, et que je suis obligée d'attendre de réparer avant de repartir, et que peut-être ça va être encore plus long qu'on pense. Et donc et ça j'ai préparé aussi en famille, puisque ça fait partie de la prépa mentale aussi pour la course, et heureusement j'ai fait, puisque quand j'ai eu cet accident-là, déjà j'ai eu très peur, mais comme j'avais déjà imaginé de continuer après un problème, le partie dur était déjà faite, et ça m'a aidé à prendre cette décision de continuer. Donc j'avais Ruben, a priori j'avais évoqué le sujet avec lui aussi, parce que quand j'ai appelé, il dit, mais maman, tu vas pas rentrer tout de suite. Presque il était déçu que son Vendée Globe à lui allait être accourté.
Et parce que je sais aussi que quand on est sur les courses, nos amis prennent soin de lui, donc il est invité chez les potes tous les week-ends. Voilà, c'est pas dur pour lui aussi quand on est sur les courses. Donc, mais c'était très rassurant aussi de savoir que a priori, moi j'ai eu peur, mais lui non. Et que mes parents, ils avaient bien géré ça à la maison et nos amis, et que ça m'a rassuré aussi de prendre cette décision de continuer. Sam, je repense à ce Vendée Globe de 2020. Ce qui me revient en tête, c'est au moment du départ. Alors c'est vrai que c'était un Vendée Globe un peu particulier. On était encore en plein Covid, etc. Mais je me souviens que pour accéder à ton bateau, tu devais presque te faufiler parce que tu étais archi sollicité. Les gens venaient énormément te voir, énormément te parler. On va pas se le cacher, tu faisais partie des favoris de ce Vendée Globe-là. Les gens, ils venaient te voir et te solliciter. Pourquoi? Ils te demandaient quoi? Toi, Samantha Davis, une des 6 femmes de ce Vendée Globe. 6, je dis bien 6. Ouais, 6, c'est génial. Pour plein de raisons, et c'est un honneur et un plaisir d'avoir autant de soutien, encouragement. Parfois, ça prend du temps parce qu'il faut faire beaucoup de selfies et des dédicaces. Et je pense que le projet Initiative K aussi, c'est un projet où on a énormément de soutien aussi, parce que c'est un projet unique qui n'est pas que là pour gagner, mais on est là pour défendre une cause. Et j'ai un énorme soutien du public qui savent que c'est grâce à leur soutien que mes partenaires vont donner l'argent pour sauver les enfants. Donc c'est un projet qui est très suivi et qui touche les gens. Ouais, ça touche les gens. On a beaucoup de contacts avec les écoles. Donc on fait des kits pédagogiques. J'ai beaucoup d'échanges avec les écoles. Donc forcément, quand les enfants ils me suivent sur leur cours, après ils demandent aux parents et grands-parents de venir voir le bateau Initiative Cœur au départ des courses. Donc c'est grâce aussi à beaucoup des écoles qui suivent le projet. Donc c'est un plaisir, c'est un honneur que j'ai ce suivi là, et oui, parfois je suis obligée de me cacher un petit peu pour pouvoir ne serait-ce qu'arriver au bateau. Oui, souvent au départ des courses, on a des agendas un peu chargés et on a envie aussi d'aller checker que le bateau il marche, qu'il n'y a pas de problème, que tourner un peu les logiciels à bord, mettre nos vêtements, ranger les affaires, mettre la nourriture, et ça prend un petit peu de temps. Donc parfois j'essaie de faire en cachette les visites de bateau quand c'est important que je travaille. Sam, on le disait sur ce dernier Vendée, 6 femmes au départ. Alors c'est un peu mieux, hein, c'est mieux que 2 ou 0, hein, faut pas se le cacher, c'est pas encore beaucoup. Cependant, sur ces femmes qui sont présentes, toi qui es là depuis si longtemps, qui est vraiment une figure incontournable de la course au large aujourd'hui, celles qui arrivent, elles viennent vers toi, elles te demandent quel genre de conseils, qu'est-ce que vous avez comme genre d'échange? Est-ce qu'il y a une histoire pas de passation de pouvoir, puisque tu es encore largement là, mais est-ce qu'il y a une histoire de flambeau, de transmission, d'encouragement? Comment ça se passe? De quel rôle tu te sens investi peut-être quelque part? Il y a une solidarité entre les femmes marins, ça c'est sûr. Après, au niveau du Vendée Globe, les femmes qui font le Vendée Globe, elles ne commencent pas à la voile là, donc non, c'est pas les débutantes ou les nouveaux qui commencent. Mais je m'appelle la dernière Vendée, c'était un peu particulier aussi, période de Covid, on n'était pas trop là au départ, et normalement au départ il y a les interviews, comme j'avais dit, j'ai fait avec Dick et Farah la tournée de toutes les journalistes qui voulaient interviewer les femmes skippers. Ça a l'air de t'agacer quand tu dis ça, tu lèves un peu les yeux au ciel en te dandinant. Voilà, on a juste rigolé avec Dick, on trouvait c'était drôle. Et donc là, j'imaginais ça parce que c'est chouette, ces femmes-là, je les aime bien, et j'avais un peu hâte de ces interviews-là pour passer un bon moment ensemble, parce qu'on s'entend bien. Avec certaines que je connaissais, donc Isa, Miranda, Isa, Josh, il y avait Clarisse, je connaissais un petit peu, et puis il y avait aussi les femmes que je connaissais moins bien.
notamment Pip ou Alexia, je connais, mais Pip, je connaissais pas très bien. Je dis, c'est cool, comme ça, on va tous se rencontrer, passer un moment ensemble. Et ça s'est jamais passé, en fait. On n'a jamais même pas fait une photo ensemble. Et j'ai rendu compte de ça, et je dis, ah non, mais ça, c'est dommage. Donc, j'ai créé un groupe WhatsApp, femmes skipper Vendée Globe, pour nous, pour qu'on avait cet échange et, parce que en fait, j'ai rendu compte que j'étais sur ces 6 femmes, j'étais la seule qui avait déjà fait le Vendée Globe. Donc je prenais un petit peu sur moi à dire ok ouais maintenant je suis l'expérimentée je suis la maman du groupe, il faut que c'était à moi de créer ce groupe là pour parce que peut-être les autres elles n'oseront pas à faire. Et puis quand j'ai créé le groupe, toutes les autres filles elles disaient ah ouais c'est génial, c'est trop bien, merci. Et on l'a toujours le groupe et on s'échange encore dessus. Il faut que j'ajoute les autres filles qui sont arrivées en émoqué depuis. Je pense à Justine. Justine Métro. Pour qu'on garde cette groupe filles Mocha pour la route de Rome. Il y a quoi comme genre d'échange sur ce groupe WhatsApp filles Mocha Vendée Globe? Ouais, plein de choses. Il y a des je sens qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de savoir, peut-être. Il y a des choses techniques. Donc, il y a les échanges où comme des groupes skipper tout court, on a des échanges comme ça et donc notamment j'ai fait beaucoup d'entraînement avec Isa Josh que l'année dernière on a parti à 2 bateaux souvent, donc on a pas mal des choses techniques un peu boring, mais aussi il y a des blagues que les filles comprennent, donc on a oui ça peut être tout et n'importe quoi, et puis les conseils pour filles, mais toi tu fais comment, parce que c'est sûr on est moins forte physiquement, donc on fait des choses pour compenser et on a des astuces. Vous donnez des petits tips. Parfois on a des doutes aussi, on dit mais est-ce que je suis vraiment capable à faire ça tellement c'est dur, et surtout quand on navigue en double avec des garçons. Et quand on navigue en double avec des gars et on voit comment les gars ils font ça beaucoup plus vite que nous tout seuls, mais c'était comme toi, t'avais la même impression que moi. Et donc, on se rassure aussi entre nous. Et donc, c'est chouette d'avoir ces groupes, ces échanges. Et encore, donc là, il y a Magenta Project aussi qui est le niveau au-dessus où on a du mentoring et que je pense que les femmes dans la voile, c'est parfois on n'ose pas se vendre assez, donc tout ce qu'on peut faire pour se encourager entre nous, c'est bien. Bah justement, la bonne nouvelle, c'est que tu vas rajouter des filles dans ce groupe WhatsApp. C'est quand même bon signe. Ceci dit, qu'est-ce qu'il faudrait pour toi, pour qu'il y ait peut-être un peu plus de femmes dans ce sport-là, dans ce milieu-là? Est-ce qu'il faut que ça passe par des quotas, des règles, on va dire? Tu évoquais la Volvo tout à l'heure. Il va y avoir la Transat en double mixte. Il y a le CLGP avec les femmes qui sont imposées à bord, mais qui aujourd'hui ont un vrai rôle. Toi, tu vois l'évolution. Elle doit passer par quoi? Je pense qu'il faut pas forcer. Il faut juste pas forcer ça. Je trouve que les quotas, ils étaient géniaux. Sur Volvo, sur CLGP, c'est top. Après, oui, il y a ce débat, on a bien rigolé avec Anne-Claire Lebert, qui travaille avec moi sur Initiative K, sur est-ce qu'il faut on a parlé sur la solitaire du Figaro, parce que les femmes qui naviguent super bien, et il y en a de plus en plus aussi. Et du coup, on s'est dit, mais est-ce qu'il faut un trophée, en fait, pour la première femme? Parce que la solitaire, c'est vraiment, ces bateaux-là, ils sont très physiques. Et que moi, quand j'ai fait la solitaire, parfois, on n'était que 2 femmes. Donc, une trophée pour la première femme, c'est naze, parce que si t'es que 2, ça veut rien dire. Ça n'a pas vraiment de sens. Mais par contre, plus il y a des femmes dans la voile, ou surtout dans la course au large, et je pense que ça dépend le bateau, le type de bateau. Mais est-ce que un trophée première femme sur certaines classes que tout le monde sont d'accord que c'est physique et que c'est dur, peut-être ça peut encourager d'autres femmes à venir, parce que ce trophée-là, il est peut-être atteignable, ou peut-être elle dit que je suis pas capable de gagner. Ou là, en classe IMOCA, c'est pas le cas.
cas, parce que c'est la force. En Vendée Globe, en tout cas, c'est mental, c'est la préparation. Il y a plein d'autres choses au-delà, qui fait que une femme peut gagner autant qu'un homme, mais d'autres classes de bateaux, peut-être, où s'il y a un nombre minimum de femmes, et il faut un trophée femme. Après, moi, une fois, j'ai gagné le trophée femme, première femme en une course IMOCA. Ouais, c'était une petite course, de Dream Cup. En fait, j'avais gagné la course. Donc, j'avais déjà récupéré le vrai trophée. Isabelle Josch, qu'elle a fait deuxième. Yann Allais, c'était troisième. Je ne m'appelle plus, il était quatrième. Et donc, j'avais déjà monté sur le podium pour le trophée. Et après, il y avait première femme. Et du coup, j'ai rappelé. Et du coup, Yann Allais, c'était mais là, excuse-moi, mais c'est où le premier homme? Parce qu'une femme avait gagné. Ouais. Donc, il faut aussi faire attention dans ces courses dans ce sport mixte en plus. Ouais. Donc, je ne sais pas. C'est un débat, mais je me demande si peut-être surtout la Solitaire du Figaro, quand je vois comment c'est dur et qu'il y a de plus en plus de femmes, peut-être, et pas qu'un trophée. Moi, je parle de prize money, parce que ces courses-là, il y a les courses il y a des dotations de prize money, et que il faut peut-être peut-être un partenaire va venir pour le trophée du première femme. Il y a un trophée première étranger sur la Solitaire du Figaro, il n'y a pas de trophée première femme. Donc il y a peut-être des choses à faire. Ouais, je me demande. Donc voilà, mon petit réflexion du jour. Avant qu'on se quitte, Sam, un petit mot peut-être justement du Manhattan Project dont tu as un petit peu parlé. Tu peux nous en dire un petit mot, et puis l'importance que ça peut revêtir justement pour aider à cette équité, pour aider à cette mixité, pour aider les femmes à faire le pas et à venir dans ce monde de la course au large. Ouais, The Magenta Project, c'est cette association-là qui était c'était le fond de Team SCA, le suivi qu'on avait, les encouragements, les messages de remerciement qu'on avait fait cette Volvo. Ouais, et quand le projet s'est arrêté, on dit mais on peut pas arrêter ce suivi-là. Comment on peut faire pour continuer à inspirer du monde et aider les jeunes ou aider tout le monde tout le monde qui veut commencer la voile à trouver un moyen de le faire dans leur pays, un peu partout dans le monde, d'avoir un endroit central pour centraliser pour faire tout ça. Et c'était là où était né le Magenta Project. Et, c'était des filles de notre équipage. On a mis ça en place. Maintenant, il a son propre entité, et c'est génial, parce que je pense que c'est le The Magenta Project qui était clé aussi sur certaines décisions, comme celle GP, comme de Volvo Ocean Race, d'imposer ces quotas-là. Donc, il y a plein de choses qui sont faites grâce à ce projet-là. Ce que moi j'adore, c'est que ça crée un réseau. Pour les femmes, un peu comme mon petit groupe WhatsApp pour les skippers Vendée Globe, mais c'est quelque chose officiel ou peut-être plus accessible à ceux qui démarrent, qui n'arrivent pas encore à démarrer, parce que pour être dans le groupe WhatsApp Feed Vendée Globe, on est déjà démarré. Et c'est ça qui est génial, c'est ce système de mentoring partout dans le monde qui est mis en place. Il y a une skippeuse mentor qui a pas forcément une skippeuse, il y a même des hommes, des hommes qui peut être mentor pour des jeunes ou des pas forcément jeunes, en fait, ceux qui veulent commencer la voile ou travailler dans la voile, pas que être navigateur ou navigatrice. Donc Magenta Project, c'est là pour ouvrir les portes, pour on dit create pathways pour les femmes partout dans le monde à faire des carrières ou avancer dans les carrières de la course large, pas que les carrières, mais aussi ceux qui veulent juste naviguer pour un passion aussi. Donc, et ce que je trouve génial, c'est qu'il y a quelques projets et partenaires comme Layton qui ont vraiment embrassé ça à fond et beaucoup aidé le projet et aidé beaucoup de filles à engendrer l'expérience et confiance et créer des réseaux pour progresser dans la voile.
Je crois qu'on va devoir bientôt se quitter, Samantha. Oui, Sam, je dois récupérer. tu as récupéré ton fils. Mon Et fils, puis là, ils sont en train de passer l'aspirateur. Ça y est, tout est en train d'être rangé. Donc, je sens qu'il est temps qu'on y aille. Un dernier petit mot. De quoi est-ce que tu es le plus fier aujourd'hui ? Là, je suis le plus fière aujourd'hui de ce projet Initiative Cœur. Donc, on parle pas trop des femmes dans la voile, mais c'est un projet qui est unique et d'avoir réussi à lier la performance et avec un projet qui a du sens, qui travaille avec une association, montrer que c'est possible de lier les deux. Et oui, un petit parenthèse, parce que le team Initiative K, c'est quasiment une team avec une mixité, la parité dans l'équipe technique, sans faire exprès. Donc c'est aussi un plaisir à montrer ça au public, qu'il y a des opportunités, pas que sur le bateau, pour les femmes dans la course au large. Merci beaucoup, Samantha Davis, d'avoir été avec nous. On espère qu'il va y avoir encore plein de jeunes femmes dans votre groupe WhatsApp IMOCA. On vous souhaite plein de bonheur sur l'eau et à terre. Et puis, merci beaucoup d'avoir été notre invitée dans Navigante. Merci, Alan. Merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante, produit par Tip & Shaft. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à le partager. Et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition, abonnez-vous à la newsletter de Tip & Shaft, c'est gratuit, elle est envoyée chaque vendredi à 17h. Et pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt.